Jusqu'à l'an dernier, je me disais qu'un cours d'économie familiale, de finances personnelles ou quelque chose du genre devrait être enseigné à l'école. Qu'est-ce qui a changé? Bref, deux choses. De un, mon ami m'a dit que ça existait vraiment, puis qu'il a pris ces cours-là. Donc ces cours existent, mais ils sont plus obligatoires comparativement à avant. Puis j'ai réalisé que c'était juste à moi de choisir de les prendre, ces cours-là. Deux, j'ai découvert qu'il y a énormément d'informations en ligne. Des vidéos, des blogs, des podcasts, et il y en a aussi dans les livres. Dans tous les cas, s'il y a un concept de finance personnelle qui aurait dû être enseigné à l'école, dépense moins que ce que tu gagnes. En gros, il y a 3 leviers de base que tu peux contrôler pour augmenter ta richesse. Ton revenu, tes dépenses, puis comment tu investis la différence. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le concept le plus fondamental, les 2 premiers leviers, la relation entre tes dépenses et ton revenu. L'importance de dépenser moins que ce que tu gagnes permet d'épargner ton argent. Tu vas souvent entendre que l'argent est fait pour être dépensé, ce qui n'est pas tout à fait faux. L'argent est utile pour acheter des choses, des biens, des services ou pour payer pour des expériences, des voyages, des activités. Mais les dépenses ne sont pas seulement ancrées dans le présent. L'argent mis de côté est utile pour les dépenses du futur, qu'elles soient prévisibles ou non. Parce que le toi du futur a aussi besoin de cet argent-là. Mais pourquoi est-ce qu'on se prive de l'argent qu'on a gagné? Les revenus futurs sont aussi prévisibles, mais on ne peut pas toujours les prendre pour acquis. Par exemple, tu peux perdre ton emploi pour des raisons hors de ton contrôle. Tu peux tomber en burn-out, tu peux être victime d'un accident, tu peux vouloir faire des changements de carrière pour diverses raisons. Les revenus du futur sont incertains. Donc, il est important d'avoir un fonds d'urgence. Plusieurs planificateurs financiers recommandent un fonds d'urgence d'au moins 3 à 6 mois de tes dépenses. Je pense couvrir cela dans une prochaine vidéo. On parle beaucoup du coût de la vie, mais ce qui est le plus important, c'est le coût de ta vie. Moins ta vie te coûte cher, plus l'argent que tu gagnes va durer longtemps. Si tu connais exactement combien tu dépenses par mois, tu seras beaucoup mieux équipé pour planifier ta vie. Aimes-tu ton emploi, ta carrière? Pas moi, et je pense que je ne suis pas le seul. Mes parents et la société m'ont transmis le message que toute bonne carrière commence par un bon diplôme universitaire. Je pense que pour plusieurs carrières régulées par un ordre professionnel, c'est une bonne chose. Alors, si tu veux changer de carrière, mettre de l'argent de côté peut être utilisé pour un retour aux études. Mais dans la dernière année, j'ai aussi appris qu'il y avait une différente façon d'approcher les choses. L'argent mis de côté peut être aussi utilisé pour amortir le choc d'une baisse de revenus si tu changes de carrière vers quelque chose d'autre qui ne demande pas un retour aux études. Prenons l'exemple d'Alex, Billy et Charlotte qui gagnent tous les 3 000 $ par mois. Dans le cas d'Alex, ses dépenses montent à 3 000 $ par mois. Son compte de banque est aussi vide que le désert. Il n'a pas de fonds d'urgence. Puis si une urgence survient, comme un problème d'auto ou de maison, il doit emprunter de l'argent qu'il n'a pas pour cette urgence. Il s'embarque alors pour repayer de l'intérêt sur ses prêts, par exemple sur une carte de crédit. Billy aussi gagne 3 000 $ par mois, mais ses dépenses montent à 2 500 $ par mois. Il sauve donc 500 $ par mois. Il arrive donc à accumuler un fonds d'urgence équivalent à 3 mois de dépenses, donc 7 500 $, en 15 mois. Si une urgence survient, il a de l'argent mis de côté pour dealer avec sans avoir à le mettre sur une carte de crédit. Charlotte, dans son cas, elle dépense seulement 2 000 $ par mois. Elle sauve donc 1 000 $ par mois. Elle accumule un fonds d'urgence équivalent à 3 mois de ses dépenses, donc 6 000 $, en seulement 6 mois. Elle peut facilement gérer les urgences qui surviennent. Si son emploi lui permet, elle peut même décider de prendre 3 mois de vacances non payées pour chaque 6 mois de travail qu'elle fait. Extrêmement flexible. C'est ça le pouvoir de dépenser moins que tu ne gagnes. Tu te crées un fonds d'urgence pour rattraper les dépenses que tu n'as pas vu venir de loin. Ça te libère du stress immense qu'un compte de banque vide crée dans ta vie. Ça te permet aussi de prendre des plus gros risques dans ta vie, comme prendre des vacances non payées, changer de carrière ou retourner aux études.
Le secret dans tout ça, c'est dans leur façon de penser. C'est dans la tête que ça se passe. Dans le cas d'Alex, il voit l'argent dans son compte bancaire comme de l'argent qu'il peut dépenser. Il n'a pas de système pour limiter ses dépenses. Il est quasiment comme un esclave moderne. Bref, c'est comme si c'était un esclave de son employeur et il ne garde rien du fruit de son travail. Ça reviendrait quasiment au même que d'avoir l'employeur, comme son maître d'esclave, qui ne paye pas Alex pour son travail, mais plutôt tout l'argent qu'il paye va directement pour le loyer, pour se vêtir, pour le nourrir. Dans le scénario de Billy, il a développé l'habitude de ne pas trop dépenser. Par contre, comme Alex, il n'a pas mis de système en place pour épargner de manière optimale. L'argent qu'il sauve est le fruit de l'argent qu'il n'a pas dépensé. Il doit donc faire le choix conscient de ne pas trop dépenser. À chaque mois, l'argent non dépensé est mis hors de sa vue dans un compte d'épargne, qui est mieux qu'Alex. Comme ça, il n'est pas tenté de dépenser cet argent-là. C'est une bonne chose, mais c'est pas le meilleur. Dans le cas de Charlotte, elle a systématisé son épargne en créant un plan de match. À chaque paye, elle a automatisé une déduction de 1 000 $ avec son compte de banque. Ce 1 000 $ va dans un compte d'épargne qu'elle ne voit pas, alors que 2 000 $ va dans son compte chèque. Étant donné que l'argent est retenu à la source, elle ne voit donc que le 2 000 $ comme l'argent qu'elle peut dépenser, contrairement à Alex et Billy. D'un autre point de vue, c'est comme si elle se payait elle-même, de la même façon qu'elle paye son loyer, son électricité et son gaz. C'est comme si elle faisait un chèque à elle-même du futur. Comme ça, elle apprend à vivre avec moins d'argent. C'est comme si elle vivait avec 2 000 $ par mois seulement. L'autre point important qui n'est pas soulevé avec ce ratio de dépenses-revenus, c'est que moins tu dépenses, plus l'argent que tu gagnes va durer longtemps. Dans les scénarios précédents, Alex il est obligé de travailler. Parce qu'il n'épargne rien, il n'y a pas d'argent pour le futur. Billy, lui, est obligé de travailler 5 mois pour pouvoir vivre 1 mois sans avoir à travailler. Bref, il vit 6 mois sur le salaire de 5 mois. Pour Charlotte, elle vit 3 mois pour le travail de 2 mois. Admettons, si on veut extrapoler, pour la personne qui épargne 50% de son salaire, elle vit 2 mois sur le salaire d'1 mois. Pour celle qui épargne 75% de son salaire, elle vit 4 mois sur le salaire de 1 mois. Ou si tu préfères, elle vit 4 ans sur le salaire d'1 an. Elle peut travailler 1 an, puis vivre sans travailler pour 3 autres années supplémentaires. Dans le monde de finances personnelles, il existe une étude Trinity qui a démontré que si tu es capable d'accumuler 25 ans de dépenses et que tu les investis intelligemment, tu es déjà pas mal bien parti pour que ton argent te dure toute ta vie. Donc, pour le monde qui veut arrêter de travailler, qui veut prendre une retraite hâtive, à ce moment-là, commencez par ça. À diminuer les dépenses que vous faites. Épargnez plus d'argent. Check. Je veux pas que tu s'en ressortes en pensant « je ne pourrais jamais faire ça » ou encore « cool story bro ». Donc, je te lance un défi. Prends note de tout l'argent qui rentre et tout l'argent qui sort de ta vie sur une période de 1 mois. Si tu es capable, fais-en plus. Mais commence par 1 mois. Tu peux le faire sur une feuille de papier, sur un document Word, une application de ton choix, sur ton cell ou ton ordi, ce que tu veux. Mais prends vraiment note de tous les dollars et les cents qui rentrent dans ta vie et tout ce qui sort. Ça va t'apporter une bonne compréhension de tes dépenses et tes revenus. Personnellement, moi je le fais depuis bientôt 1 an avec une application web et téléphone qui s'appelle YNAB, YNAB, qui me sert aussi de budget. YNAB, ça veut dire You Need a Budget. Si tu fais déjà ça, je te lance un autre défi. Est-ce que tu es capable d'épargner 1% de plus que le mois dernier?
Pour chaque 1000 $ que tu gagnes, est-ce que tu es capable de mettre de côté 10 $ de plus que le mois dernier dans un compte d'épargne? Pour faciliter ça, automatise-le avec ton compte de banque. Certains offrent l'option d'automatiser des virements d'épargne sur tes chèques de paie. Si tu continues comme ça, au bout d'un an, ton taux d'épargne va être de 12%. Tu peux toujours continuer. Tu vas apprendre à vivre dans tes moyens.